Bonjour à tous. Je vais tâcher aujourd'hui de vous expliquer assez succinctement, parce que c'est un procédé qui est très complexe et très réglementaire, qui est la période préparatoire au reclassement. Alors, donc la première chose importante, bien sûr, c'est la référence juridique. Donc la PPR est basée sur une loi et différents décrets. Et c'est également un process qui est en train de vivre, hein, puisque du coup, il est quand même assez récent, puisqu'il a été instauré par le décret du 5 mars 2019 au profit des fonctionnaires territoriaux qui sont reconnus à une inaptitude à l'exercice de leurs fonctions. Donc en fait, la PPR, pour faire simple, c'est quand un agent est classé en situation d'inaptitude à ses fonctions, mais pas à toutes les fonctions des grades d'une autre filière. Donc on vient accompagner l'agent dans le cadre de cette transition professionnelle vers un reclassement dans la fonction publique territoriale, d'État ou hospitalière. La période de préparatoire au reclassement, donc le décret, en fait, il dit qu'il peut aller jusqu'à une durée allant jusqu'à 12 mois. Donc en fait, au centre de gestion, on va nous adapter la durée en fonction de l'état d'avancée du projet de l'agent. Donc aujourd'hui, on s'accorde le droit de faire des PPR d'une durée qui varie. Donc on a certaines PPR qui peuvent être de 6 mois, d'autres de 8, 10, etc. Et en fonction de la motivation et de l'avancée du projet, on sera en capacité de renouveler tout simplement la PPR dans un délai maximal d'une période de 12 mois. Donc, comme le dit son nom, on est dans une phase préparatoire. Et derrière cette période préparatoire, donc si on consomme les 12 mois, au bout de ces 12 mois, on rentre dans une période qu'on appelle de reclassement. Pendant 12 mois, j'ai préparé mon projet et ensuite je viens en fait travailler à mon reclassement dans la fonction publique. Donc là, c'est une durée de 3 mois où on accompagne encore l'agent à cette fois rendre vraiment définitif son reclassement et son projet pro. Donc au cumul, sur l'ensemble de la période, ça veut dire que l'agent, il peut être accompagné en PPR, sur le dispositif PPR, pendant une période allant jusqu'à 15 mois. Géraldine, juste, je te Oui, coupe, tu m'entends toujours? oui. Là, tu es toujours sur la première diapositive. Ah oui, bon bah voilà, il Pour y a un le souci, je me remets. Est-ce que là c'est bon Ouais. ou pas? Attends, pour l'instant, ça ne bouge pas, c'est figé, mais peut-être enlève Bon, voilà, ça y est, alors c'est bon, ça ça y y est, est, c'est ça bon? marche. OK, Il met un peu de temps, en fait, à se dérouiller, OK, d'accord. Pas de souci, super. c'est tout bon. Alors, comment on en arrive en fait à cette situation, de PPR? Donc on a un agent qui est en précarité de santé, donc il y a différentes options. La première option, on va avoir, des aptitudes avec des restrictions médicales du médecin de prévention et donc des aménagements du poste de travail. La deuxième, voilà, ça y va crescendo. On a comment dire, les restrictions médicales ne sont pas suffisantes. Enfin, en tout cas, l'aménagement du poste et les restrictions médicales ne permettent pas à l'agent de continuer à faire son poste dans les meilleures possibilités. Donc, cette fois, on va avoir une affectation sur un autre emploi ou sur un autre grade. Et en troisième option, cette fois, on va avoir pour la première fois le terme d'inaptitude, cette fois qui est utilisé. Donc pour toutes les fonctions du grade, donc c'est là qu'on devient éligible à la PPR et qu'on va faire face à un reclassement. Donc un exemple concret, j'ai un agent de la filière technique de catégorie C qui est mis en situation de PPR. Ça veut dire qu'il a une inaptitude à toutes les fonctions de la filière technique, mais pas à toutes les fonctions des autres filières sur le même grade. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on va pouvoir accompagner en reclassement, par exemple sur une filière d'animation, administrative ou autre. Chaque projet de reclassement est de toute façon revalidé par par le médecin du travail pour vérifier et être certain que le nouveau projet professionnel soit bien en adéquation avec les problématiques de santé de l'agent. Et en dernière position, on a l'inaptitude totale et définitive à toute fonction. Et donc là, on est mis en situation de retraite ou d'invalidité ou de licenciement pour invalidité. Donc les objectifs attendus de la PPR, c'est d'accompagner, donc c'est le centre de gestion, c'est une convention qui est tripartite
Donc dans les tripartites, bah, bien entendu, on a l'agent qui doit valider la demande et je vous le verrai, mais c'est important d'avoir, un agent qui soit motivé et acteur, de sa PPR. Nous avons également la collectivité qui doit accompagner, qui a l'obligation, hein, le décret le mentionne bien, hein, appuie bien sur l'obligation de moyens, que la collectivité s'investisse pour que le reclassement se passe au mieux pour, son agent et le centre de gestion qui va être là pour accompagner, pour amener une procédure et faire cheminer le projet de reconversion de l'agent. Donc, on est donc là donc pour accompagner, comme je l'ai dit, à la transition. On va préparer et former le fonctionnaire donc en vue de la reconversion, comme je vous le disais en préambule, donc avec une fonction qui sera compatible avec son état de santé, idéalement dans sa collectivité d'origine, mais ou pas. Si on n'a pas de poste dans la collectivité, employeur, on ira chercher des postes, dans une autre collectivité de la fonction publique territoriale, mais pas que. On est aussi ouvert à des postes dans la fonction publique d'État et hospitalière. Et l'objectif pendant toute cette PPR, c'est de travailler et sécuriser un nouveau projet professionnel. Mais au-delà de ça, c'est réapprendre à faire confiance à l'agent, à ce que l'agent reprenne confiance en lui, puisqu'il sort souvent de longues maladies. Donc c'est important qu'il apprenne à se refaire confiance, à se remettre dans une dynamique d'emploi, de recherche d'emploi, d'écoute et de questionnement. Et l'objectif final de la PPR, bien entendu, c'est un reclassement et idéalement dans la fonction publique territoriale. Les bénéficiaires, donc ce sont tous les fonctionnaires titulaires qui travaillent en temps complet ou non complet, hein, donc CNRACL ou IRCANTEC, qui ont été déclarés inaptes définitivement par le conseil médical à l'exercice de toutes les fonctions de leur grade. Sont exclus de ce dispositif les stagiaires, les contractuels et les agents qui sont reconnus inaptes à toutes les fonctions de leur poste. Les agents reconnus inaptes temporairement, oui, donc on est vraiment là sur du définitif, hein. La PPR, c'est vraiment l'agent qui ne pourra jamais revenir sur son poste comme il l'était avant. Les différentes étapes de la PPR. Donc le conseil médical, donc va venir, déclarer, l'agent, inapte, à son poste, mais pas à toutes les fonctions du grade et va donc lui proposer une PPR. C'est bien une proposition, ça veut dire que l'agent n'a aucune obligation d'accepter la PPR. Il est en droit de la refuser. D'où le «j'accepte la PPR» ou «je renonce à la PPR». Donc le centre de gestion envoie à la collectivité donc le retour du conseil médical avec l'avis rendu par le conseil médical et l'information à la PPR, avec un document qui explique ce que c'est que la PPR pour l'agent et un petit coupon réponse que l'agent doit nous renvoyer signé sous un délai de 15 jours en nous disant s'il accepte ou s'il refuse la PPR. À réception de ce coupon-là, donc le service mobilité donc du centre de gestion prend rendez-vous, avec la collectivité et l'agent pour fixer un rendez-vous diagnostic qui est un rendez-vous, explicatif en fait de la démarche de la PPR. Et donc, une fois que l'ensemble des parties, ont clairement compris le dispositif, le conseiller en évolution professionnelle donc du centre de gestion va commencer à travailler sur un projet professionnel, à construire un projet professionnel avec l'agent qui tiendra compte des aspirations, des restrictions médicales et du marché de l'emploi de l'agent. Donc on va travailler sur des développements de ses compétences, on va pouvoir mettre en place des formations, des stages d'observation, d'immersion. On va pouvoir également accompagner aux techniques de recherche d'emploi. Et dans un deuxième temps, je reviendrai dessus, nous serons vraiment sur la transmission d'offres d'emploi via emploi territorial. Que se passe-t-il si l'agent, lui, par contre, il dit non, je refuse la PPR. Donc, je vous rappelle, période préparatoire au reclassement, ce sont les 12 mois. Et derrière, on a ce qui suivent la période dite de reclassement. L'agent, il a le droit de refuser la période préparatoire, mais il a le droit d'accepter la période de reclassement de 3 mois. Alors là, je ne vous cache pas, vous m'entendez sourire, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément évident d'accompagner un agent pendant la période de reclassement si on n'a pas travaillé avec lui sur un projet
professionnelle de reconversion. Mais c'est ce que dit le décret. Donc on fait au mieux. Et donc en fait, pendant une période de reclassement, l'obligation pour le centre de gestion, c'est d'envoyer des offres d'emploi en lien avec le projet de reconversion professionnelle. Donc si on n'a pas travaillé sur le projet, ben, on fait au mieux, voilà, pour essayer, de trouver des pistes métiers. Mais c'est pas, voilà, c'est sûr que si l'agent il renonce à la première période préparatoire au reclassement, il est compliqué, d'avoir un reclassement réussi dans la fonction publique. On peut également avoir donc, je renonce à la période préparatoire et je renonce aussi directement à la période de reclassement. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il refuse? Bah, l'intégralité de l'accompagnement. Donc là, en fait, l'employeur procède à une demande de mise en retraite pour invalidité. Et en cas de refus par les organismes compétents, on passera sur, donc si on est à moins de 28 heures, on sera donc sur un licenciement pour une inaptitude. Vous voyez la petite phrase qui est précisée, je ne peux prétendre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un agent en fait qui aura pu bénéficier de l'intégralité du parcours de la PPR, donc c'est-à-dire les 12 mois de préparation, les 3 mois de reclassement, si malgré tout on arrive à la fin sans avoir trouvé de nouveaux postes et sans avoir un reclassement, il va donc du coup repasser en conseil médical pour valider la retraite pour inaptitude ou le licenciement pour invalidité. Et derrière, il va être, donc il sortira des effectifs de la fonction publique et il sera donc placé en retraite ou en licenciement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas retravailler dans le privé. Donc, du coup, il est en droit, une fois qu'il est sorti des effectifs de la collectivité, d'aller s'inscrire à France Travail et de bénéficier de ce qu'on appelle l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Cette ARE, elle est possible si vraiment l'agent a fait tout le dispositif. Ça veut dire qu'un agent qui vient renoncer à sa PPR, eh ben, la France Travail sera en droit de dire vous n'avez pas mis en œuvre tous les moyens possibles pour pouvoir avoir un reclassement dans la fonction publique et donc vous ne pouvez pas prétendre à l'ARE. C'est un peu comme quelqu'un du privé qui en fait va démissionner ou qui ne va pas se donner tous les moyens à une reconversion ou à un reclassement et qui pour le coup ne peut pas bénéficier de l'ensemble des aides. Oui, Géraldine, juste pour Oui, compléter, effectivement, l'allocation de retour à l'emploi, c'est vraiment pour les pertes involontaires d'emploi. Et effectivement, exactement comme tu le dis, si l'agent a renoncé à tous les moyens, tous les leviers activés pour garder son emploi ou essayer d'en retrouver un, généralement, le juge considère qu'il n'est pas involontairement privé d'emploi parce qu'il n'a pas trop cherché. Par contre, s'il utilise tout le processus, effectivement, là, ça déclenche le côté perte involontaire d'emploi et donc allocation chômage. Et juste une petite précision, puis aussi une question. On vient d'avoir, alors je crois qu'apparemment ce serait une première en France, mais effectivement, on a eu un agent qui était en invalidité, alors absolument complète, hein, c'est-à-dire inapte de manière définitive et absolue à toutes ses fonctions, d'agent technique en l'occurrence, et aussi à tous les métiers. Ça peut arriver, hein, on voit ça, par exemple, des gens qui ont des scléroses en plaques, des choses vraiment, vraiment dégénérescents, voilà, et très, très handicapants. Et bien, en fait, cette personne-là, le préfet, en fait, a pris un arrêté pour dire qu'effectivement, il ne pouvait pas être inscrit chez Pôle emploi parce qu'il était inapte à toutes ses fonctions. Donc, ça ne servait à rien qu'il cherche un emploi auprès de France Travail. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça en mmh, France parce que les préfets ont ce pouvoir-là. Voilà. Et donc, en fait, on n'utilisait jamais trop cette faculté-là. Mais sachez que, pour le coup, des employeurs qui on va dire, accompagnent l'agent dans une procédure d'invalidité, des fois aussi peuvent solliciter le préfet pour dire attendez, là il est inapte à vraiment tous les métiers possibles, imaginables. Donc moi je ne vais pas payer des allocations chômage pour cet agent-là. On a eu le premier exemple tout récemment dans les Vosges apparemment. Et d'accord. j'ai une petite question, c'est Delphine François, et je pense avoir la question. Elle a déjà rencontré un agent en CLM reconnu inapte à ses fonctions, mais uniquement dans sa collectivité. Est-ce qu'il peut bénéficier de la PPR ou pas? Là, si je comprends bien en fait l'exposé des choses, c'est vraiment les instances médicales qui vont enclencher la proposition de PPR. Donc en gros, la réponse, moi ce que je donnerais, mais tu me confirmes ou pas, c'est vraiment de dire ben, il faut déjà que vous ayez le feu vert des instances médicales. S'il n'y a pas d'instance médicale, s'ils ne proposent pas de PPR, c'est que a priori, ils ne rentrent pas dans les
catégories pouvant bénéficier de PPR. C'est Je ne sais pas oui. si c'est le Et même. c'est exactement ça et les agents que je rencontre dans le cas qu'explicite madame François, ça va être, on va les rencontrer plus, mais dans le cadre de la cellule mobilité, où ils vont travailler pour le coup à une reprise, d'activité dans une autre collectivité. Donc là, on va nous les accompagner à travailler sur leur CV, leur lettre de motivation et à la recherche d'emploi sur emploi territorial. Mais en effet, la PPR dépend obligatoirement de la restitution de la décision qui est prise par le conseil médical. Et je rajouterais une petite question. C'est vrai qu'on cherche des points de chute dans le secteur public. Est-ce qu'on cherche aussi des fois, si l'agent évidemment est d'accord, parce que réglementairement c'est pas prévu, mais dans le secteur privé, Alors nous, ça on peut est parti être le cas? de ne rien s'interdire. Ouais. C'est c'est la position du centre de gestion des Vosges. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des autres centres de gestion qui n'ont pas cette position-là. Aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner l'agent, au sens, large et surtout lui donner toutes les chances, de retrouver, de l'employabilité, que ce Voilà. Mmh. soit, dans, la fonction publique au sens large ou que ce soit dans le privé. Donc on a déjà eu des agents, qui ont démissionné de la fonction publique dans le cadre de leur PPR parce qu'ils ont eu pardon, un poste dans le privé. Voilà, donc c'est Et et parce que nous, on a autorisé en fait une immersion dans le cadre de la PPR dans une société privée. Voilà, mais c'était le débat au niveau du oui, règlement et de la loi. c'est ça. C'est vrai qu'on peut s'autoriser, mais on fait vraiment attention à ce que l'agent soit moteur dans cette décision, hein. On Mmh. peut de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas le lui imposer. Non, C'est vraiment tout à c'est fait. ça, hein. Ouais, Mmh. OK. Tout à fait et nous vraiment dans le cadre de l'accompagnement, on priorise vraiment la fonction publique territoriale, mais c'est de donner tous les moyens et toutes les ressources nécessaires à ce qu'ils puissent, sans aucune difficulté rebondir, s'ils doivent malheureusement se retrouver sans poste à la fin de la PPR. Voilà. Ouais, c'est vraiment éviter l'inaptitude par presque tous les moyens, donc effectivement, ouais. C'est ça et puis aussi le fait qu'ils soient perdus, donc on a des agents, par exemple, qu'on va mettre en relation avec les structures privées, si nous, on se rend compte qu'on va pas être en capacité. Donc je pense à un agent qui était, très atteint, qui avait un fort taux d'invalidité et où sincèrement, c'était très difficile pour lui, d'avoir un reclassement dans la fonction publique. On a facilité la mise en relation dans des ESAT, dans des structures liées à l'handicap sur le Ouais. département, pour qu'en fait, quand ils sortent de la fonction publique, eh ben, ils puissent rebondir facilement et qu'ils ne soient pas, en situation de mal-être, et qu'ils ne se sentent pas perdus, en fait, en sortant de notre accompagnement. Ouais. OK. Voilà. Continuons. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Enfin, à part celle de Delphine François qu'on a évoquée, a priori pour laquelle il y a une réponse, il y a je réinterviendrai s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Ça marche, super. Donc les différentes étapes hein, donc, de la PPR, hein, donc on prépare et on qualifie l'agent donc à trouver un nouvel emploi compatible avec son état de santé. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on aura déterminé, on aura défini le projet professionnel en démarrage de l'accompagnement, on fait systématiquement valider les projets professionnels par le médecin du travail pour qu'on soit sûr que les problématiques de santé soient en corrélation avec le nouveau projet professionnel et que ça vienne pas, voilà, qu'on parte pas dans des projets qui soient aberrants et qu'ils soient du coup infaisables. Donc 2 principes, le principe d'acquisition de nouvelles compétences, donc on va aller vraiment très rapidement former et remettre à niveau les agents. Alors, prioritairement, ça va être, hein, sur de la bureautique, hein, où on va vraiment essayer de les remettre à niveau. Aujourd'hui, ça fait partie des indispensables et puis on va essayer aussi de leur apporter une qualification, une certification. Donc c'est-à-dire qu'on va aller peut-être trouver des organismes de formation extérieurs qui sont déjà, avec des certifications dans le privé pour que les agents, eh ben, ils puissent sortir de cette période préparatoire avec un diplôme, avec une certification qui leur permettra de rebondir dans les meilleures conditions. Et puis, on va venir observer, se mettre en situation par des immersions, donc principalement dans la fonction publique, hein, j'entends bien. Donc, c'est pour ça que j'appelle certaines collectivités et voilà, tous les participants, je vous invite à mettre, si vous êtes OK pour recevoir des agents dans le cadre de PPR, à ne pas hésiter à m'en faire part parce que je recherche très régulièrement des collectivités accueillantes pour ce type d'agents.
Et donc du coup, l'immersion, elle permet de construire, de sécuriser le projet, de mûrir la réorientation, et de formaliser vraiment un projet, professionnel. Ouais. Et puis bien sûr, si vous êtes volontaire, évidemment, le jour où vous en avez besoin aussi, si vous avez des agents en PPR, l'idée c'est de voilà, qu'on puisse renvoyer l'ascenseur, le cas échéant, plus tard. C'est ça, c'est qu'on OK. soit tous solidaires les uns et les autres, hein, pour pouvoir accompagner au mieux, et des agents qui étaient vraiment en alors le terme détresse c'est un peu fort, hein, mais qui étaient sortis en tout cas, du domaine professionnel. On arrive à les faire revenir, on arrive à les faire, intégrer à leur faire intégrer des formations en immersion, et on a vraiment des belles réussites. Voilà, donc on fait tous aussi, une bonne Les action face au handicap. Ouais, les immersions, Géraldine, sont vraiment gratuites, hein. Lorsque vous accueillez quelqu'un, évidemment, ça vous prend du temps, enfin, ça prend du temps aux gens qui s'occupent, de l'accueil de la personne, qui arrive, mais il n'y a pas de prise en charge de salaire, c'est totalement C'est gratuit. ça, exactement. C'est vraiment de la ressource externe qui est mise à disposition des collectivités. Alors bien sûr, la première période d'immersion, d'observation, voilà, mais en fonction de certains agents, on a des agents qui très vite, en fait, ont la capacité, d'apprentissage et intellectuelle, de prendre les postes et de venir en vrai renfort dans des Ouais, collectivités, qui en ont besoin, hein. Donc que ce soit du renfort suite à des agents qui sont en arrêt maladie ou qui sont en congé, ou tout simplement parce que voilà, on a des problématiques de budget et de connaissances. Voilà, c'est possible de venir renforcer l'équipe, et ça aide bien, vraiment. ouais, Hem, on l'a testé voilà. en interne un peu chez nous, hein, C'est ça, nous on n'hésite peut-être pas, hein, régulièrement voilà. qu'ils font, Tout à fait, tout à fait. On a eu une belle, là les derniers sur un assistant comptable, hein. Donc vous voyez, ouais, je sais que les collectivités sont friandes de ces compétences en comptabilité qui peuvent être rares. Et ben voilà, on a des agents en PPR qui sont, face à des reconversions dans le domaine de la comptabilité. Donc là, je vais pas aller, voilà, donc on peut avoir dans les périodes de formation pour des agents qu'on va commencer à accompagner et qui n'ont aucune idée de leur, idée, de là où ils veulent aller, on peut attaquer tout simplement par du bilan de compétences. La VAE, c'est plutôt rare puisque quand même on est dans des délais, assez courts et puis c'est très intense. Voilà, les formations de remise à niveau, comme je vous en ai parlé, des formations qualifiantes, et bien entendu, on va prioriser toutes les formations avec le catalogue du CNFPT, puisque notre objectif, je le rappelle, c'est de rester dans la fonction publique territoriale. Surtout que le CNFPT, accepte, d'inscrire prioritairement les agents qui sont en situation de PPR. Voilà, donc on le précise au moment de la réservation et ça se passe plutôt bien, et on arrive du coup là à avoir, des formations dans des délais assez courts. Les périodes d'immersion, donc on vient d'en parler. Donc je rappelle juste, hein, voilà, fonction publique territoriale, d'État ou, hospitalière. J'ai des agents qui font aujourd'hui des immersions à l'hôpital Émile Durkheim. Enfin voilà, on n'hésite pas à aller, chez les collègues. Et tout ça pourquoi? Donc là, je rebondis sur ce que Frédéric venait de vous dire. En fait, le fait de prendre un agent, en immersion, ça permet aussi quelque part de se dire, je viens tester, un agent, excusez-moi du terme, mais sans frais, sans honoraires, puisqu'il est pris en charge par sa collectivité d'origine. Et derrière, l'objectif, il est de pouvoir se dire, finalement, je vais, prendre cet agent en détachement ou en intégration directe. En fait, voilà, donc ça peut être aussi, quelque part une facilitation dans votre recrutement. Vous savez que dans 6 mois, vous allez avoir un poste permanent, qui va être vacant. Et pourquoi pas ne pas venir tester un agent, en PPR, le former pendant du coup une période assez longue, hein, puisque, je vous rappelle les délais, hein, mais on a des immersions qui peuvent aller des fois à plus de plusieurs mois. Et puis l'objectif derrière étant, soit une intégration, soit un détachement, donc dans la collectivité d'origine, mais si pas de poste dans la collectivité d'origine, dans une autre collectivité. Vous allez me dire pourquoi le détachement? Le détachement, il vient encore sécuriser tout simplement en fait cette reconversion professionnelle. Nous, on préconise un détachement, en fin de PPR, donc en moyenne de 12 mois. Ça nous permet de venir, voir vraiment, que l'agent, il est bien sur le poste, il est en maîtrise, on n'a pas de soucis particuliers. Et puis pour l'agent, idem, hein, ça lui permet de vérifier que le poste lui plaît bien, que l'environnement de travail lui plaît bien.
Qu'est-ce qui se passe au bout des 12 mois? Et bah, soit donc là, on a une intégration dans la nouvelle collectivité, soit malheureusement, il y a eu un couac et à ce moment-là, on a un retour dans la collectivité d'origine. Et là, en fait, eh ben, on revient dans la filière d'origine où a été détectée la PPR. Et donc, c'est la PPR qui se réenclenche avec tout de suite la mise en retraite ou de licenciement pour inaptitude sur le grade. Voilà. Je vous parlais de la démission aussi parce que c'est un critère, on en a déjà eu. On a eu des agents qui, suite à des immersions, ont démissionné et ont fait le souhait de quitter la fonction publique. Et donc, si malheureusement, en fin de PPR, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas pu avoir de détachement d'intégration ou un autre poste, et donc c'est une mise en retraite ou un licenciement pour invalidité. Pendant tout le long de la période préparatoire au reclassement, l'agent il est placé en situation d'activité. Donc son poste, il est de travailler à son projet de reconversion. Donc il perçoit son plein traitement, hors régime indemnitaire, congé maladie ou des avancements d'échelon. Mais c'est important de comprendre qu'il est vraiment considéré que son travail, c'est de travailler à son projet pro. Donc, on peut demander à l'agence qu'il soit présent en collectivité. J'ai des agents en PPR qui font, par exemple, des remplacements au sein de leur collectivité, des remplacements, bien sûr, en lien avec leur projet professionnel. Hein. Donc, on conventionne de manière systématique. Voilà, j'en ai terminé. Je suis allée assez vite. Quelques chiffres pour terminer. Aujourd'hui, les PPR sont malheureusement en augmentation sur le département des Vosges. Aujourd'hui, de mémoire, on est à plus de 10 agents accompagnés. On arrive quand même à avoir un beau taux de transformation. Alors, qu'est-ce que j'appelle un taux de transformation? C'est un taux de reclassement des agents à qui on arrive avec des PPR positives donc en sortie, hein, où l'année dernière, de mémoire, on était à 50%. Voilà. Donc, ça montre bien que le travail qui est fait avec les agents paye et avec les collectivités, bien entendu. Voilà. Mais Géraldine, c'est vrai que pour ces 50% d'agents, s'il n'y avait pas eu le système PPR, j'étais en train de me dire, pour le coup, la seule voie qui aurait été la leur, c'était l'invalidité quand même. Donc on a quand même réussi à remettre sur d'autres rails 50% des gens qui sont en PPR. D'accord. Ouais, c'est plutôt excellent. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a eu des questions. Il y a l'Efforge, donc Delphine François, pour le coup, qui est volontaire pour accueillir des personnes en immersion. Donc, n'hésitez pas dans le chat. Hein, et en plus, ça n'engage à rien. Si ça vous dit, vous pouvez évidemment vous déclarer. Et puis, si vraiment au moment où on vous appelle, c'est pas possible, c'est pas grave. Mais mieux vaut avoir un carnet d'adresses assez grand, Géraldine, pour aussi voir selon les secteurs aussi. Hein, Tout à les fait. secteurs géographiques des agents PPR. Donc, mais Madame François a déjà participé activement et je l'en remercie. À l'accueil d'un agent en situation de PPR sur l'année dernière et j'ai plaisir à dire que cet agent aujourd'hui a été reclassé dans une autre collectivité. Donc grâce aux fruits des collectivités accueillantes, c'est important et c'est important que tout le monde soit acteur. Voilà. Ok. Merci Géraldine, si jamais tu peux rester 2-3 minutes, parce que des fois, il y a des questions qui arrivent après coup. Et puis. J'arrête mon partage. Oui, voilà. Et puis, on va donc passer à la deuxième séquence. Donc, je rappelle, c'est donc Marie Chanal du CNFPT. Donc, Marie, ça va être à toi si jamais. Alors, est-ce qu'on n'a pas coupé ton micro? Ouais, c'est bon. On a rouvert ton micro. Vous m'entendez? Impeccable. Enfin, en tout cas, moi, je t'entends et a priori, il n'y a pas de raison que les autres ne t'entendent pas. Donc, tu vas nous parler en fait de tout ce qui est actualité CNFPT et surtout sur un focus sur les formations statutaires des secrétaires généraux de mairie. Donc là, pareil, hein, j'essaie de t'interrompre de temps en temps si jamais. Avec plaisir, et je répondrai avec plaisir également. Puis si jamais il y a quelques questions qui restent en suspens et que je dois reboucler avec les collègues, j'hésiterai pas à revenir vers toi, Frédéric, pour que tu diffuses l'info ensuite. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci au CDG 88 et à Frédéric. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, très
brièvement, je me présente, Marie Chénal, donc je suis directrice adjointe formation au niveau de la délégation Grand Est du CNFPT, localisée donc à Nancy, au niveau du siège de la délégation. Et donc, je suis sur tout le volet développement et qualité de l'offre de service qui va concerner le catalogue de formation du CNFPT et aussi les FI, les prépas, tout ce qui est relatif à l'événementiel, également la formation des policiers et des sapeurs-pompiers. Voilà, je l'ai fait rapidement. Et comme ça, je vous partage mon écran. Hop. Et on va vérifier aussi, Frédéric, si tu veux bien, est-ce que ça se déroule bien, là, le PowerPoint, si jamais je bouge de page en page? Ça passe, ouais. Il y a un tout petit décalage de voilà, une fraction de seconde, mais en tout cas, on t'entend bien et on voit bien le… On est bien, et je le mets en plein écran comme ça, du coup, je pense que vous le voyez. Alors, encore. essaie de passer la diapo, parce qu'en plein écran, des fois, il y a des choses… Ah oui, j'arrive pas, effectivement. Hop, et ben je sors. Et puis, si je reste comme ça ira? Oui, ça ira bien. C'est parfait. Faisons ainsi. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de revenir alors sur 2 dispositifs de formation destinés donc aux secrétaires généraux de mairie. La formation premier emploi, également la formation promotion. Ça, ce sont des dispositifs qui sont tout nouveaux, qui découlent de la loi de fin 2023 de revalorisation du métier de secrétaire général de mairie, qui a été suivi à l'été 2024, donc des décrets d'application qui renforcent les rôles à la fois des CDG et du CNFPT pour différents volets de la vie des secrétaires, vie professionnelle des secrétaires généraux de mairie. Alors, sur la première formation que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, donc la formation premier emploi, donc comme je vous l'expliquais, une nouvelle obligation à compter du 17 juillet 2024 et le CNFPT a la charge donc de mettre en œuvre une nouvelle offre de formation de professionnalisation au premier emploi de secrétaire général de mairie. Donc, je vous passe la référence au Code général de la fonction publique. Voilà, je vous laisse la lire, elle est sous vos yeux. L'idée, c'est cette formation, c'est lorsqu'un secrétaire général de mairie est affecté à son premier emploi, l'agent doit suivre une formation qui est adaptée à ses besoins et aux besoins de sa collectivité. La formation, elle est d'une durée de 15 jours. Et donc, comme je le disais, dispensée par le CNFPT et elle doit être réalisée dans un délai d'un an après la prise de poste de l'agent. Je déroule rapidement, mais à nouveau, n'hésitez pas du coup à poser vos questions dans le chat pour que Frédéric me les relaie. Au niveau du public, ça c'est vraiment très important et on l'entend tout à fait parce que pareil, ça nous a demandé un travail vraiment tout particulier pour bien identifier le public concerné par cette formation-là. Donc voilà, il y a des questions qui se posent relativement souvent de la part des agents et des secrétaires généraux de mairie en poste. Donc sont concernés tous les fonctionnaires et contractuels. Au niveau des contractuels, seuls les contractuels qui ont un contrat à minima d'1 année sont concernés. Si on est sur un contrat de remplacement, par exemple, de 6 mois, l'agent contractuel n'est pas concerné par cette formation. Toutes catégories confondues, donc on peut avoir un agent de catégorie B, C, A, et qui est primo-affecté sur un poste de secrétaire général de mairie, donc primo-affecté à compter du 17 juillet 2024. Voilà, c'est uniquement ces agents-là qui seront concernés. Et c'est pour ça que je le note juste en dessous. Dans le cas où ces critères-là ne sont pas remplis, l'agent n'est pas visé par le dispositif. Je me suis également permis une petite annotation parce que c'est une question qui revenait relativement souvent. Les agents qui étaient donc déjà en poste avant cette date, qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion interne récemment, on le sait, il y a eu des vagues de promotion interne assez importantes là, sur les derniers mois. Donc ceux qui sont passés par la promotion interne ne sont pas concernés non plus. S'ils étaient déjà en poste précédemment sur un poste donc de secrétaire de mairie, ils sont passés secrétaire général de mairie. Donc là, pas concernés non plus. C'est vraiment pour les tout nouveaux. Alors, concernant ces 15 jours, donc au niveau de la nouvelle offre qui va être proposée, on a 10 jours de tronc commun. Donc là, je vais vous présenter après brièvement le programme de ces 10 jours. Donc, on le verra, c'est vraiment une revue des bases du métier de secrétaire général de mairie. Donc, effectivement, des bases, on va être sur des modules qui sont malgré tout assez succincts, parce que vous imaginez bien, en 10 jours, on va balayer tout le spectre, mais au moins, ça permet d'avoir une base commune pour tous les nouveaux secrétaires généraux de mairie. Et en plus de ces 10 jours de tronc commun, l'agent devra définir, en lien avec sa collectivité et les besoins identifiés, 5 jours au choix parmi l'ensemble des modules de l'offre de formation qui est proposée dans le catalogue du CNFPT.
Donc voilà, ça permettra 10 jours plus 5 jours de bien répondre à l'obligation qui est posée par le décret, donc de 15 jours de formation premier emploi. Marie, juste une petite question. Bien sûr. Effectivement, on a des gens qui par exemple, font des formations de secrétaire de mairie et qui vont avoir un contrat ou être stagiairisés, titularisés sur leur premier poste secrétaire de mairie. Est-ce qu'il y a des… Parce que là, on pense que ce sera certainement une redite un peu des formations qu'ils auraient pu avoir. Il y a toujours des cas de dispense que l'on peut demander au CNFPT justement pour s'épargner tout ou partie de ce cursus, où c'est vraiment obligatoire de faire les 10 plus 5 jours? Tout à fait, le système des dispenses fonctionne. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, un agent qui travaillait dans une collectivité au service finance et qui devient secrétaire général de mairie. Typiquement, le module dédié aux bases des finances publiques, il va pouvoir en être dispensé du fait de son expérience. Autre exemple, on a un dispositif particulier dans certains départements qui permet la formation de demandeurs d'emploi au métier de secrétaire, j'ai quand même les notifs Teams, pardonnez-moi, qui permet donc la formation de secrétaire de demandeurs d'emploi, pardonnez-moi, au métier de secrétaire général de mairie. Donc là, qui ont suivi un dispositif complet. Donc là, on peut bien évidemment imaginer une dispense quasiment totale ou totale des 10 jours de tronc commun, quoi. Oui, clairement, le système de depuis l'IEL en plus. Hein, ça se fait depuis l'IEL. Chaque collectivité peut faire ses demandes de dispense de manière dématérialisée sur la plateforme. Je suis désolé, peut-être que tu me disais plus tard, mais c'est souvent une question qui revient quand on affiche les… Non, tu fais très bien de poser la question, Frédéric, parce que je vais revenir plus particulièrement sur le dispositif formation, promotion, mais sur le dispositif premier emploi, je ne l'abordais pas forcément dans les slides, donc merci d'avoir posé la question. Et effectivement, c'est vrai. Alors, sur le tronc commun de 10 jours au niveau des objectifs qu'on va avoir durant ces 10 jours de formation, l'idée, c'est de pouvoir faire réseau pour les nouveaux secrétaires généraux de mairie qui sont arrivés, de pouvoir créer des liens avec d'autres secrétaires généraux de mairie, parce qu'on sait qu'il y a une entraide assez naturelle qui peut s'installer sur du partage d'expériences, etc. Également d'identifier les réseaux et acteurs supports sur son territoire. Là, je note e-communauté également, donc ça, on y reviendra juste après, je vous montrerai très rapidement sur Internet. Définir l'amplitude des champs d'activité, tout le spectre du périmètre d'intervention du secrétaire général de mairie, le réseau de relations avec les acteurs locaux, identifier également les responsabilités qui sont liées à la fonction. Et donc, dans les principales activités relevant d'un secrétaire général de mairie, et je vous dis, on regardera très rapidement aussi le programme de la formation. L'idée, c'est d'expliquer les enjeux, les risques, les ressources qui vont relever de chaque thématique, d'identifier vraiment les bases de connaissances. Et là, vous le voyez, ça rejoint ce que je vous disais juste avant, on est sur un niveau d'initiation sur ce tronc commun. Mais en tout cas, d'avoir vraiment à l'esprit les grands principes, le vocabulaire et les principales lois de référence. Et aussi, l'idée, c'est d'identifier les sources d'informations réglementaires et juridiques qui permettent de se tenir à jour sur les différents sujets qui peuvent arriver dans le quotidien des secrétaires généraux de mairie. Donc là, vous avez le détail vraiment des modules. Je ne vais pas vous en faire la lecture, bien évidemment. Mais vous voyez, on revoit à nouveau, c'est la question du spectre des activités du secrétaire général de mairie, où on est sur des temps courts de formation qui mériteront sans doute, au fur et à mesure des années, d'être complétés à la fois par l'expérience quotidienne du secrétaire général de mairie, le cas échéant aussi par d'autres modules de formation qui permettront d'approfondir un sujet ou un autre, mais au moins, l'idée, c'est de donner une base commune à tous ces néo-recrutés. Comme on peut le voir également, juste là sur le côté, il y aura un formateur tuteur fil rouge qui accompagnera le groupe au fur et à mesure, parce qu'en plus, il y a des modules en auto-formation qui vont être proposés. Et donc, vous avez le détail juste ici. Alors, ça reste restreint, l'auto-formation sur la totalité du dispositif. On va principalement être sur du temps synchrone, donc du temps vraiment en groupe avec le formateur en face à face. Mais il y a aussi de l'auto-formation sur certains sujets pour compléter ce qui aura pu être vu en classe entière, on va dire. Il y a 2 formats différents qui peuvent être proposés. Un format mixte avec du présentiel et donc les heures d'auto-formation en individuel. Et il y aura aussi un format tout à distance. Voilà. Et on reste quand même sur du format groupe, comme c'est noté juste au-dessus. On est sur un format synchrone, ça veut dire qu'on a bien une classe virtuelle, mais avec tous les stagiaires qui vont être là au même moment, en lien avec l'intervenant.
Pour vous donner une idée du calendrier, donc là, vous le verrez, j'ai uniquement donné l'exemple du calendrier en format tout à distance. Pourquoi? Mais ça, j'y viendrai juste après. Pour le grand test et pour l'année 2025, on proposera uniquement 2 sessions de tronc commun en tout à distance. Pourquoi? C'est parce qu'on a on a lancé un recensement au mois de mars et on a vraiment des agents qui vont se retrouver éclatés sur tout le territoire du Grand Est, pour limiter leur déplacement et simplifier ce temps de formation, parce qu'on sait aussi la difficulté que peuvent rencontrer les secrétaires généraux de mairie pour trouver du temps pour se former, etc. Et même si là, on est sur un dispositif de 10 jours uniquement, c'est quand même assez conséquent finalement à intégrer dans le quotidien. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on va proposer. Mais en 2026, bien évidemment, on aurait le souhait de pouvoir en mettre en œuvre également en présentiel. Donc là, ce qui est proposé ici, alors pour votre information, ça c'est le modèle qui avait été présenté par le siège. Au niveau du Grand Est, on irait plutôt sur 2 mois et demi, parce que ça nous semblait aussi raisonnable en termes d'organisation. Et quand on est sur du présentiel, on sera seulement sur des modules de 3 heures. On ne fait pas des journées complètes en présentiel, c'est 3 heures, donc c'est vraiment par demi-journée pour que ça s'intègre bien à nouveau dans l'emploi du temps du secrétaire général de mairie, et aussi ça permet d'engranger de manière optimale, on va dire, les informations qui sont données. Ok Marie, il n'y a pas encore de questions, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Pour l'instant, tout est très clair, donc on peut continuer. Très bien, mais effectivement, n'hésitez pas s'il y a des sujets à aborder en complément. Alors, point d'information donc sur le Grand Est, mais je l'abordais déjà un petit peu avant. Donc, on a un recensement qui est actuellement en cours. Là, j'ai copié sur le côté de la slide, sur le côté droit. Là, c'est le mail qui a été transmis largement aux collectivités, au CDG, pour en tout cas engager le recensement des agents qui seraient concernés, donc à nouveau les néo-recrutés depuis le 17 juillet 2024, et en fonction, nous, de ce recensement, ça nous permettra de localiser les formations qui pourraient être jouées en présentiel, donc ça, ce serait plutôt à partir de l'année 2026, et sinon aussi d'inscrire les agents aux formations tout à distance qui seront proposées à la fin de l'année. Donc là, je vous ai renoté le lien pour le recensement. Il est toujours actif, donc vraiment n'hésitez pas si vous êtes concerné, et honnêtement si vous identifiez même un collègue dans une autre collectivité, n'hésitez pas en tout cas à faire passer ces informations-là. On sait, Frédéric, aussi que le CDG s'en fait le relais quand vous échangez vraiment avec un public secrétaire général de mairie, mais ça permet de bien identifier les agents pour qu'ils puissent bénéficier de cette formation et qu'ils puissent aussi répondre à cette obligation statutaire, parce que c'est important aussi pour la poursuite de la carrière, étant donné que c'est une formation qui est obligatoire. J'en ai terminé pour la formation premier emploi. Je peux enchaîner sur la formation promotion s'il n'y a pas de questions particulières. On en reparlera effectivement sur le réseau secrétaire de mairie. J'étais en train de regarder la date, je ne sais jamais si c'est le 4 ou le 5 décembre prochain. Ce sera donc le jeudi 4 décembre pour la prochaine rencontre, les prochaines rencontres des secrétaires généraux de mairie. Donc pour le coup, tu es invité aussi, Marie, ou quelqu'un de Cinétis. On en reparlera peut-être aussi au niveau de l'antenne des Vosges. Il faudrait le 4 décembre. On va en reparler à ce moment-là. Madame Miguel, on doit clôturer. Les payes de décembre, le 5 décembre. Quoi. Ça lui plaît pas, Madame Miguel. Ouais, je pense. Et voilà. En tout cas, je pense qu'on va fermer le micro. Pas de souci. C'est noté en tout cas de mon côté. Très bien. Et puis, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. On peut continuer. Tout est nickel. Allons-y. Alors, j'enchaîne sur la formation promotion, donc des secrétaires généraux de mairie. Donc, la formation promotion, l'idée, c'est de permettre aux agents de catégorie C, qui vont compter un minimum de 8 années de service public effectif, d'accéder au grade de rédacteur, donc suite à une formation de 56 jours dispensée par le CNFPT sur une période de 2 ans maximum et un examen professionnel qui est lui organisé par les CDG. Cette formation, elle est vraiment axée sur les compétences des secrétaires généraux de mairie. Pareil, je vais vous présenter brièvement après le programme, mais elle n'est pas réservée uniquement à ce public. Je vous donne un exemple. On va reprendre notre agent
agents qui travaillaient en collectivité, par exemple en interco au niveau d'un service finance et qui souhaitent déjà accéder au grade de rédacteur, mais en plus de ça, qui est intéressé par le métier de secrétaire général de mairie, il peut aussi émarger à ce dispositif. Hein, voilà, c'est tout à fait possible. Il n'est pas uniquement réservé à ce dispositif aux agents qui seraient déjà secrétaires généraux de mairie. En revanche, suite à la réussite à l'examen professionnel, l'agent devra exercer le métier de secrétaire général de mairie à minima durant 3 ans. Donc, c'est vraiment un engagement. Alors déjà, c'est un engagement fort, vous le voyez au niveau du nombre de jours, 56 jours. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment costaud en termes de temps de formation et de mobilisation. Mais en plus de ça, il doit s'engager ensuite à devenir secrétaire général de mairie, au moins pour ce temps donné. Pour émarger donc à cette formation, pareil, on a lancé un recensement via le code qui est indiqué juste ici. Alors, au contraire de la formation premier emploi, on n'a en revanche pas encore lancé la publicité. On a créé le code de recensement parce qu'on recevait quelques demandes ponctuelles. Donc, bien évidemment, on voulait identifier les agents qui s'étaient manifestés et la publicité, elle devrait arriver très rapidement là dans le courant de l'été pour pouvoir à nouveau bien identifier tous les agents qui seraient intéressés. Alors, la formation sera dispensée, alors là, j'ai même noté par les délégations du CNFPT, parce que je vous avoue que c'est le point d'interrogation principal, c'est de se dire quels seront, on en a encore discuté avec Frédéric il y a peu de temps, quels seront les agents intéressés par ce dispositif-là, parce que c'est un dispositif qui est intéressant en termes de progression de carrière, en termes d'objectifs aussi de carrière et de métier ensuite. Néanmoins, c'est un dispositif qui, à nouveau, comme je le disais, qui mobilise fortement les agents. Donc, il faut qu'on s'assure de la mobilisation de l'agent, mais aussi de sa collectivité pour lui laisser le temps d'aller se former. Et potentiellement, la collectivité devra avoir à l'esprit peut-être le fait que l'agent devra partir de sa collectivité pour ensuite devenir secrétaire général de mairie. Donc, c'est vraiment tout un processus qui doit s'installer. Donc, le souhait du CNFPT, c'est de pouvoir proposer, bien évidemment, cette formation. Mais à côté de ça, c'est aussi de bien identifier les agents pour s'assurer aussi quand ils engageront cette formation-là. L'idée, c'est de les emmener jusqu'au bout, ces agents-là, et de les emmener jusqu'à l'examen pro qui suivra. Donc, c'est pour ça que je précisais les délégations du CNFPT, parce que c'est une question qu'on se pose un petit peu au national. Est-ce qu'on va avoir la capacité, en fonction du volume d'agents concernés, d'en organiser dans chaque délégation? Est-ce qu'on va centraliser dans certaines délégations? Voilà, c'est encore des sujets dont on échange. Bien évidemment, nous, dans l'idéal, si on arrive à constituer un groupe assez important, on souhaiterait, bien évidemment, pouvoir positionner une formation au sein de la délégation, donc au sein du territoire Grand Est. C'est ce à quoi on va travailler. Mais voilà, c'est aussi le recensement qui nous donnera des éléments pour s'en assurer. Et donc, oui, Frédéric. Et pour le coup, pour l'instant, on n'a pas, il n'y a pas un grand engouement, d'où l'information à faire pour voir et pour que les gens comprennent aussi que même s'ils n'exercent pas le métier de secrétaire de mairie, tu prenais l'exemple de la responsable finance, si j'ai bien compris, ça peut être en fait un parcours de formation pour lequel il faudra effectivement passer et obtenir un examen professionnel qui permet d'accéder à la catégorie B. Donc, ce n'est pas réservé que aux secrétaires de mairie qui exercent déjà le métier. Voilà. Ça peut être globalement à peu près n'importe quel agent de catégorie C qui peut s'inscrire dans ce parcours-là et subir, entre guillemets, les 56 jours, l'examen professionnel. C'est aussi une manière de progresser. Et en plus, c'est une offre complémentaire, supplémentaire par rapport à la possibilité de passer le concours ou l'examen pro pour devenir rédacteur, parce que bien évidemment, il y a toujours cette option-là qui existe pour les agents de catégorie C. Donc voilà, c'est quelque chose qui vient en complément, une nouvelle offre, on va dire, mais avec une spécialisation derrière vers ce métier de secrétaire général de mairie. Et comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, il y a des dispenses qui pourront être possibles pour certains modules au regard à la fois de l'expérience de l'agent ou des formations qu'il aurait suivies récemment et qui s'apparenteraient finalement à ce qui sera contenu dans le module concerné. 56 jours, c'est vraiment le maximum. En fait, c'est vraiment le maximum théorique qu'on peut obtenir et ça marche plutôt bien au niveau des dispenses. C'est pas très très long. Pour avoir essayé le dispositif pour 2-3 collègues, ça marche plutôt bien.
Oui. Et puis, ça me permet aussi de parler des dispenses. Au niveau du CNFPT, c'est géré par le service qui est en cours des formations d'intégration. Et c'est vrai qu'ils essayent d'avoir des délais de réponse qui soient assez rapides pour que les agents et les collectivités puissent y voir clair le plus rapidement possible. Donc voilà, ils sont mobilisés pour que ça se passe de la meilleure manière. Là, je vous ajoute un petit schéma qui permet de reprendre finalement le circuit entre le dépôt de dossier, l'analyse effectivement du dossier qui permet, le cas échéant, de proposer des dispenses pour certains modules ou non, et donc la finalité avec l'examen professionnel. Vraiment aussi brièvement, puis je ne vous en impose pas la lecture, mais comme ça vous pouvez voir finalement les sujets qui vont être abordés. Donc là, bien évidemment, on va aller plus dans le détail et plus en profondeur que dans la formation premier emploi, forcément, ça c'est au regard du volume de jours consacré, mais là on est vraiment sur à nouveau les questions du spectre des activités du secrétaire général de mairie, et là c'est vu beaucoup plus en détail. Voilà. Donc là, c'est les 2 dernières slides sur le programme global de cette formation promotion. À nouveau, elle nous pose question. Alors, ça nous donne envie à nouveau. Nous, si on a la possibilité de mettre en œuvre un dispositif, on en serait ravis. S'il y a des agents qui se reconnaissent dans ce dispositif-là et qui souhaitent le suivre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros point d'interrogation qui reste pour le moment. On en parlera donc le jeudi 4 décembre, entre autres, même peut-être avant. Et puis, bien sûr, s'il y a d'autres séquences CNFPT à faire, il n'y a pas de souci. Marie, juste, là, pour le coup, la présentation est terminée sur les secrétaires généraux. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations. Je me permets juste, mais là, ça va me prendre 30 secondes. Et comme ça, j'aurai tous les éléments à disposition auront été présentés. Il y a le CNFPT, donc là, au national, qui a préparé 2 fiches vraiment synthétiques et qui reprennent tous les points utiles sur ces 2 dispositifs de formation. Donc là, voilà, vous pouvez les retrouver sur le site, mais je les transmettrai à Frédéric, étant donné que le CDG vous envoie tous les éléments qui ont été présentés en réunion. Donc voilà, comme ça, vous savez que ces fiches existent. Et également, très rapidement, je voulais vous remontrer, si c'est quelque chose que vous pratiquez déjà, donc les e-communautés du CNFPT. On en a une qui est dédiée aux secrétaires généraux de mairie. Il y a plus de 13 000 inscrits et il y a des infos qui sont mises vraiment en continu par des experts avec des mises à jour. Je regardais les dernières brèves qui avaient été ajoutées. C'est très récent. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui sont apportées en continu pour toujours améliorer les pratiques et que chacun puisse être à jour. Et en plus de ces actus-là, vous allez retrouver aussi par dossier les différents sujets qui au quotidien peuvent vous intéresser lorsque vous vous posez une question en tant que secrétaire général de mairie. Mais là, pas seulement, j'ai envie de vous dire, parce que des e-communautés, je crois qu'on en a une petite 50aine, si je ne vous dis pas de bêtises. Et en fonction du métier que vous tenez dans votre collectivité, voilà, vous pouvez trouver des infos utiles. Et dernier document, et j'en ai fini, on a un catalogue spécifiquement dédié aux secrétaires généraux de mairie, donc qui va reprendre toute l'offre de formation qui concerne spécifiquement les secrétaires généraux de mairie. Après, l'offre de formation ne s'arrête pas là. Vous pouvez aller regarder aussi tout le catalogue habituel, on va dire, du CNFPT. Voilà. Ok. C'est super. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, d'accord. Pourriez-vous transmettre ce programme aux stagiaires de votre formation secrétaire de mairie? Alors, je pense qu'il s'agit, en fait, Delphine François, elle demande comment on a une formation de secrétaire de mairie qui est en cours, donc on leur transmette en fait ces ressources. Je pense que c'est fait ou c'est déjà fait, mais bien noté pour le conseil. Pour les secrétaires généraux de mairie qui ont pu bénéficier de la promotion interne spéciale SGM de C à B, y a-t-il des jours d'intégration? Non, pas de nécessité de passer une formation d'intégration. Voilà, alors le schéma, c'est vraiment l'adjoint administratif, donc catégorie C, peu importe qu'il exerce quelque métier que ce soit, mais en tout cas, il peut y avoir des secrétaires de mairie dedans. Il fait l'objet, il candidate à la promotion interne, il est sélectionné, un avis est donné, il est promu en catégorie B par la voie de la promotion interne. Est-ce qu'il y a une formation d'intégration? Donc là, la réponse est non, il n'y a pas de formation d'intégration. Parce qu'en plus, oui, effectivement, il a déjà un passé professionnel de formation d'intégration. Mais je me permets, alors merci pour la question, parce que c'est très bien de la poser, parce qu'elle revient aussi régulièrement, donc on aura pu l'aborder. Je reviens à la formation premier emploi. Imaginons un néo-recruté sur le métier de secrétaire général de mairie, qui en parallèle a obtenu un concours
examen pro qui nécessite une EFI, la formation premier emploi ne remplace pas la EFI, par contre, dans ce cas-là. Voilà, là, c'est encore une situation différente. Mais là, suite à l'obtention d'un concours, la formation d'intégration devrait être suivie en plus de la formation premier emploi. Mais dans le cadre de la promo interne, non. Voilà. D'accord, promo interne, non. Il y avait une autre question. Donc, en gros, il y a une procédure, donc la mairie de Sapois, qui a effectué une demande justement de dispense sur la plateforme IEL CNFPT. Et apparemment, il y a juste la réponse littérale dans le contenu, en fait, dans le formulaire, en fait. Et la mairie de Sapois, pardon, demande si il y a une attestation qui sera envoyée ou est-ce qu'on se contente, en fait, de l'avis sur la plateforme. Moi, j'aurais tendance à dire que du moment que la plateforme le dit, on peut y aller, mais je ne sais pas s'il y a un document. Alors, normalement, il y a une attestation en complément, mais déjà, là, si vous avez l'avis sur la plateforme, vous savez que ça a été vu, visé, validé. Mais pour l'attestation, n'hésitez pas aussi à revenir. On a une adresse générique, vous pouvez revenir vers les collègues qui sont en charge de ces sujets-là. Et si jamais vous ne trouvez pas ou vous n'avez pas reçu le document, vous pouvez renvoyer un mail à cette adresse générique. Je vais vous retrouver l'adresse en même temps que l'on parle. C'est un document aussi, hein. C'est vrai qu'un formulaire informatique, on fait la même chose sur Agir, hein, sur les avis des CAP, CST, instances médicales. Il y a souvent un document officiel qui arrive après, mais je vous dirais que ça a la même valeur. Donc, vous pouvez en tout cas considérer que c'est OK et vous recevrez certainement un document, mais vous pouvez déjà faire ce qu'il faut au vu de cet avis-là. Et je vous mets l'adresse dans le chat également. Voilà. Mais effectivement, tout à fait d'accord, Frédéric. Là, on est déjà bien s'il y a l'avis conforme sur la plateforme. Ok. Et pour le coup, oui, ok, super. Merci Marie. Et puis ensuite, parce que là, il est 15h32, donc encore 2-3 minutes. Au niveau de l'antenne Vosges, pour le coup, Marie, on va avoir aussi un ou une nouvelle responsable. Alors, pas de scoop particulier. Alors voilà, je n'irai pas dans le détail sur ce sujet, mais oui, c'est vrai, effectivement, au niveau de l'antenne, antenne des Vosges du CNFPT, donc voilà, on a eu le départ de l'ancienne responsable d'antenne et la procédure de recrutement est arrivée à son terme. Donc, on devrait voir une nouvelle personne arriver dès la rentrée de septembre. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ouais, super. Il y a une intérim qui est gérée actuellement, mais bon, voilà, on est toujours content quand les équipes sont au complet et vous-même, voilà, c'est votre interlocuteur vraiment direct en local sur toutes les questions qui concernent la formation des agents. Donc voilà, ça va se réguler là à la rentrée. Nickel. Et puis, bon, voilà. Après, il ne faudra pas hésiter. On va essayer d'inviter le CNFPT, alors peut-être à toutes les vidéos, ou en tout cas assez régulièrement, parce qu'il y a quand même pas mal d'actualités. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'offre de formation, on va dire classique. On n'a pas parlé des apprentissages, des financements. Enfin, il y a toute une série de problématiques sur lesquelles on peut mettre un petit coup de projecteur. Donc, on le note bien aussi. Hein, puis, on vous réinvitera. Alors, Marie ou la prochaine personne à venir aussi, pour mettre aussi un focus, qu'on connaisse un peu mieux les interlocuteurs de l'antenne, de la délégation. Voilà, donc ça, en tout cas, c'est super d'être intervenu, Marie. Il n'y a pas d'autres questions qui tombent. Donc, en fait, on va passer à la dernière séquence. Très rapide, hein, c'est moi qui vais la faire. Juste pour vous donner quelques informations. Et évidemment, vous retrouverez, ou vous pouvez déjà retrouver les liens en fait, sur notre site internet, sur les différents supports, sur nos mailings. Un petit mot sur les conventions RGPD, donc c'est une mission mutualisée avec le CDG 54. Si vous voulez adhérer, il est toujours possible de le faire. On a encore quelques demandes de gens qui n'avaient pas donné suite ou des collectivités qui souhaitent adhérer, donc c'est totalement possible. N'hésitez pas à nous contacter via Aura, un petit ticket là-dessus. Vous avez certainement dû voir, on l'a vu d'ailleurs dans le document qu'a fait défiler Marie, il y a une toute nouvelle réglementation de ces derniers jours sur le report des congés et l'indemnisation des jours de congés que les agents n'ont pas pu prendre avant leur départ des collectivités. Donc ça, il y a un peu de nouveau. Il y a déjà des documents sur le site internet du CDG sur ce sujet. Je suis quasi certain qu'on la rabordera à la prochaine visio. Donc là, il y a un petit peu de nouveau. Donc allez sur le site internet. Un point assez important, surtout en 2025, puisque ça précède 2026, l'année des élections paritaires. On a vraiment encore plus besoin qu'avant de la mise à jour de vos effectifs sur Agir. Il faut vraiment, alors à la fois pour le service de médecine en particulier, hein, carrière médecine, mais surtout médecine, mais aussi pour les élections, puisqu'on va arriver sur des phases de préparation des listes électorales. Donc il faut vraiment que vous mettiez à jour, en tout cas que vous nous alertiez, que vous transmettiez les documents sous le lien d'ailleurs que je mets dans le chat pour déposer les arrêtés, particulièrement de recrutement, de mise à la retraite, de démission, etc. de vos agents. Via Aura, en fait, il faut nous transmettre ces éléments-là de manière à ce qu'on mette Agir à jour. C'est pas facile à dire. Il
faut mettre Agir à jour de manière aussi à avoir la totalité des agents pour tous les services que le CDG propose et pour que vous puissiez aussi avoir une liste, vous, de votre côté, qui soit complète. Quelques mots sur les dates de formation. On a une journée pour les ACP, c'est le 18 septembre 2025, ce sera Huxonnier. Alors, pas au CDG, mais juste à côté. Donc là aussi, les collègues devraient vous mettre le lien, si vous ne l'avez pas eu, le lien d'inscription pour les assistants et conseillers en prévention des risques, donc pour nos préventeurs, comme on dit. Donc là, il y en aura une date en 18 septembre. Nous avons aussi, toujours dans la même gamme, dans le même thème de formation secrétaire de mairie, nous allons avoir un titre professionnel secrétaire de mairie, secrétaire général de mairie, qui va débuter en septembre avec la CCI, puisqu'on on fait une formation sous la base d'un marché, mais on a aussi d'autres actions pour former et titrer professionnellement des secrétaires généraux de mairie. Donc, ça va commencer au mois de septembre. Et donc, si vous avez envie ou un besoin de recruter en alternance, parce que ce titre-là sera fait en alternance, eh bien, n'hésitez pas à contacter Géraldine Rochotte ou CDG en règle générale. Voilà, si vous avez besoin d'un coup de main et de former quelqu'un pour prendre la suite éventuellement, ou pour renforcer l'équipe, il y a une nouvelle formation qui va débuter au mois de septembre. On vous en reparlera évidemment. Je me permets, je complète Oui, tout vite, Frédéric. Je me permets parce que c'est pas secrétaire de mairie, en fait, c'est agent administratif, voilà, spécialisé dans la fonction publique territoriale et d'État. En plus, il y a un, donc là, on s'élargit un petit peu pour les collectivités de plus de 2000 agents. De plus de 2000 habitants, pardon. Plus de 2000 habitants. C'est plutôt pour une strate. Voilà, en alternance. L'objectif, justement, il est de compléter des profils de secrétaire de mairie pour d'autres structures qui sont plus appropriées, de bien répondre, de bien cibler les besoins de tout le monde sur le département des Vosges. Voilà. Donc, en fait, on aurait une offre vraiment formation secrétaire de mairie qui est en cours pour les moins de 2000. On aurait un début et une première formation en alternance pour les collectivités de plus de 2000 sur un agent administratif polyvalent. Enfin, ça dépend des appellations, mais c'est vraiment ça. Et puis, on a d'autres surprises plus tard. Donc, on parlera parce qu'on a encore d'autres idées pour former des gens, on va dire, au métier administratif en général dans la territoriale. Super. Merci pour le complément. On a aussi quelques rappels. Aujourd'hui, il fait un petit peu moins chaud que d'habitude, mais on a des fiches sur le travail par forte chaleur. Donc là, l'idée, vous avez sur notre site internet un peu tous les conseils classiques. C'est un peu les marronniers de l'année quand il commence à faire chaud. Mais là, c'est intéressant puisque vous avez pas mal de petites fiches pratiques pour inciter les gens à travailler dans les meilleures conditions malgré les fortes chaleurs qui vont revenir en début de semaine prochaine et éventuellement pendant l'été. Donc voilà, pensez à boire, à vous hydrater. Il y a aussi eu des nouveautés au niveau d'un décret sur le travail par forte chaleur. Donc là aussi, on fait un focus sur cette nouveauté-là. On en reparlera certainement pendant les journées ACP du 18 septembre dont on a parlé tout à l'heure. Quelques petites infos. Le CDG sera fermé le 30 juin, lundi prochain matin. Donc voilà, utilisez les tickets Aura, les mails. Voilà, on est juste fermé la matinée du lundi. Et bien sûr, on pourra vous répondre dans la journée, dans l'après-midi pour le coup. Et nous serons également fermés le 3 et 4 juillet pour cause de formation globale de tous les agents du CDG. Donc là aussi, on va privilégier en fait les mails et les tickets Aura. Et puis, on vous répondra bien sûr dès le lundi qui suit. Ce sera le 7 d'ailleurs, lundi 7 juillet, qui sera 2 jours avant, le 9 juillet, pour le coup, le grand test open à Contrexéville. Si vous êtes déjà inscrit, on se retrouvera là-bas. On est complet, hein, on est désolé, on ne peut plus tellement accueillir des gens à déjeuner sur cette journée-là, mais en tout cas, c'est un programme qui a l'air d'être intéressant et j'espère sous le soleil. Voilà, donc les collègues ont aussi mis les liens dans le chat des différentes choses dont on parlait à l'instant. Et on remercie encore Marie, on remercie Géraldine pour les interventions. Le replay vous sera envoyé avec les documents. Et puis, je vous dis à très bientôt. On publiera très prochainement les dates des prochaines visios, puisqu'on continuera sur le même rythme à partir du mois de septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Une visio par mois, généralement le mardi ou le jeudi après-midi. Et puis aussi, on essaiera aussi d'organiser une journée pour les secrétaires généraux de mairie ou les services communaux des plus de 2000 habitants sur les élections. Puisque, alors, ce n'est pas tellement un sujet RH, mais c'est un sujet qui préoccupe pas mal de monde. Donc, on essaie de prendre la tâche de la préfecture pour organiser une journée, une demi-journée
sur ce thème, puisque vous savez qu'au mois de mars prochain, il y aura des scrutins pour renouveler nos assemblées locales. Voilà, eh bien, je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus trop de questions ou de remarques dans le chat. Et je vous souhaite de passer un bel été si on ne se revoit pas. Rendez-vous au mois de septembre pour la prochaine visio, 1 heure pour tout comprendre. Merci à vous.